Le micro, ça marche? Ouais, ça a l'air de marcher. Ok, bah, je vais pouvoir commencer. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous donner une petite présentation sur les batteries, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses pour faire des robots. On a parlé d'électronique, on a parlé de mécanique, on a parlé de développement, de logiciels. Mais bon, si votre robot n'a pas une source d'énergie, vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, les petites images d'illustration. On a une batterie de téléphone bien gonflée, batterie de voiture classique, et à droite c'est une moto électrique. Donc, hop, qui je suis? Donc moi c'est Mehdi, j'ai 28 ans, je suis membre de l'équipe Goldorak depuis 2019. Voilà quelques-uns de nos robots sur les années passées. 2019 en haut à gauche, cette année à droite. Celui-là c'est 2020 et 2021. Et ici c'est 2022 et 2023. Je suis également ingénieur développement logiciel chez Parrot, une entreprise qui fait des drones, qui est à Paris. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va faire quelques généralités sur les batteries. Qu'est-ce que c'est une batterie? Comment ça marche? Quelles sont les choses à savoir de base dessus, les quelques petites formules qui peuvent être intéressantes. On va pas aller trop loin dans les maths, on va pas faire des équations chimiques parce qu'après c'est trop compliqué et puis c'est pas forcément mon domaine. Donc on a plusieurs familles de batteries. On va aborder les batteries au nickel, les batteries au plomb, les batteries au lithium, et puis je vais parler un peu d'une autre technologie après, qui est récente. Voilà, il y a quelqu'un qui a deviné. Je vais expliquer comment on peut choisir ces batteries pour des robots, quels facteurs prendre en compte pour choisir les batteries qui conviennent le mieux, comment choisir son chargeur et comment éviter les problèmes, parce qu'on peut avoir des problèmes avec des batteries, on peut avoir des gros problèmes de type feu, et c'est mieux de ne pas foutre le feu. Donc pour les généralités, une batterie en fait c'est un peu un raccourci pour une batterie d'accumulateur. Donc un accumulateur c'est un élément. Comment ça marche? C'est un couple électrochimique. Donc c'est deux éléments chimiques, enfin ou deux molécules, de métaux, ça dépend des fois, qui vont avoir une réaction qui va induire une différence de potentiel, donc une tension électrique. Une batterie, c'est un assemblage de ces accumulateurs en parallèle ou en série. Donc on a ici un accumulateur lithium-ion. 18650 c'est le format. Ça c'est un format assez standard pour les batteries au lithium, en tout cas pour les lithium-ion, les lithium-fer et les batteries au sodium aussi. Pourquoi 18650? 18 c'est le diamètre en millimètres, ça fait 1,8 cm. Et 650 c'est la longueur, ça fait 65 mm de long. On a à côté une batterie d'accumulateur justement 18650 dans une configuration 3S4P. Donc qu'est-ce que ça veut dire 3S4P? C'est 3 cellules en série et 4 en parallèle. Donc on les voit là. On a 4 en parallèle, et donc on a 3 blocs de 4 cellules en parallèle qui sont mis en série. Et puis donc la version générique à droite, où on a donc le N qui est le nombre d'éléments en série, et le M qui est le nombre d'éléments en parallèle. Voilà, on a sur chaque bloc en parallèle le même nombre d'éléments en série. Et bah faut pas faire des trucs déséquilibrés, faut pas mettre sur une branche parallèle 4 en série, et sur une autre 3, ça va très très mal se passer si vous faites ça. Parce qu'en fait vous allez avoir une branche en parallèle qui va se décharger dans les autres, ou qui va se faire charger par les autres, et bon, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut avoir. Donc sur un accumulateur, on a plusieurs caractéristiques. On va avoir sa chimie, ça j'y reviendrai après, justement quand je parlerai des différentes chimies, les batteries au nickel, au lithium ou autres. On va avoir une tension en volts. Donc ça, pour toutes les batteries, on a une tension nominale, c'est celle qui va être marquée sur la batterie. Alors sur celle-là, sur celle qui est en bas à droite, on voit la tension nominale, c'est 3,7 volts, c'est marqué dessus. Sur l'autre, ils ne l'ont pas marqué, mais ça doit être 3,6 ou 3,7 parce que c'est une lithium-ion. Et ça, pareil, j'y reviendrai après. On a une tension maximale, c'est la tension qu'atteint cette batterie, enfin cette cellule, quand elle est chargée au maximum.
et une minimum, qui est la tension à ne pas dépasser en décharge. Parce qu'on va utiliser la batterie, la tension va baisser, elle va baisser, baisser, baisser. Et si on descend plus bas que la tension minimum, elle va continuer à marcher un peu, mais elle va pas trop aimer ça, et ça risque de l'endommager, voire pire. Ensuite, on a une capacité. La capacité, c'est donné en ampères-heure, ou en milliampères-heure des fois aussi. Et ça correspond à combien de courant, enfin combien de quantité d'énergie plutôt va être capable de délivrer la batterie avant d'être déchargée. Des fois, c'est multiplié par la tension nominale et du coup, on a des watts-heures à la place. Et des fois, il donne en ampères. D'ailleurs, je me suis trompé. En ampères, c'est pour la partie en dessous. Voilà. On a pour chaque type de cellule batterie aussi, on a un facteur de décharge. Donc en général, il est donné en C quand on parle de batterie de modélisme ou de batterie qu'on va utiliser dans les robots. On l'a soit en continu, donc ça permet de savoir de combien de courant on va pouvoir tirer en continu sur la batterie sans l'abîmer. Et on va avoir un momentané. Donc le momentané, c'est combien on va pouvoir tirer instantanément que la batterie va accepter de délivrer sur un court instant. Bon, le truc, c'est que des fois, on a les deux qui sont donnés. Sur les batteries haut de gamme, en général, on a les deux qui sont donnés. Sur les batteries milieu de gamme, ils donnent souvent la valeur en continu. Et sur les batteries bas de gamme, ils ont tendance à donner le momentané parce que le momentané est toujours plus élevé que le continu. Ça permet un peu de tricher et de dire que regardez, ma batterie elle est trop bien, elle peut sortir tant, mais en fait elle peut le sortir que pendant une demi-seconde et sur des longues durées, elle sort même pas la moitié de ça. Alors, c'est donné dans une unité qu'on appelle le C, mais c'est pas des coulomb, il faut pas confondre. Et accessoirement, on a des fois des fabricants de batteries qui donnent directement le courant max en ampères, donc il n'y a plus besoin de faire des calculs, on sait combien on peut sortir maximum. Après, on a le format de la batterie. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 18650 par exemple, on a plein d'autres formats, on en a des plus grosses. On en a des plus petites. On a des cellules plates, comme on trouve souvent dans les lithium polymères. Et puis, on a une dernière caractéristique, c'est la résistance équivalente série. Puisqu'en fait, une batterie, c'est un peu le petit schéma que j'ai représenté là. Enfin, en tout cas, une cellule. Et donc, il y a une résistance interne dans la cellule elle-même. Et donc, plus cette résistance va être basse, plus la batterie va pouvoir fournir de courant. Voilà, donc ça... Tiens, j'ai un truc qui a sauté dans la slide. Donc ça, ce que je disais sur les tensions, donc la valeur nominale, c'est la moyenne donnée par le fabricant, le maximum quand elle est complètement chargée, le minimum où il ne faut pas descendre en dessous. La capacité, donc j'ai mis quelques formules. Si on a X ampères-heure, ou X milliampères-heure, la batterie pourra fournir X ampères ou X milliampères pendant 1 heure. Après, elle est déchargée. Et donc c'est une relation linéaire. Donc si là j'ai AX ampères, ça durera 1 sur A heure. Voilà l'exemple à droite avec une batterie de 2400 mAh et un courant de 6 ampères. Ça tient 0,4 heures, donc 24 minutes. Le facteur de décharge, c'est pour savoir combien on peut tirer de courant au max sur la batterie. Et donc c'est à multiplier par la capacité. Donc si on a X ampères-heure et YC, on pourra fournir X fois Y ampères en continu si c'est le C continu, en burst si c'est le C en burst. Pareil, encore l'exemple à droite, la même batterie de 2400 mAh, pardon, qui fait 20 C, donc elle pourra fournir 48 ampères. Quand on assemble des accumulateurs entre eux pour former une batterie, on a en série les tensions qui s'additionnent et en parallèle les capacités qui s'additionnent. Dans l'idéal, quand on veut faire une batterie, il faut que les résistances internes des accumulateurs soient les plus proches possibles. Ça permet que les cellules se comportent toutes de la même façon. Pareil, il faut aussi qu'elles soient de la même capacité, de la même chimie, il ne faut pas mélanger. Mais avoir les résistances internes les plus proches possibles, ça permet du coup qu'elles se comportent de la même façon pendant la charge et pendant la décharge, et donc qu'elles gardent toujours à peu près le même niveau de charge. Et éviter qu'il y en ait qui soient plus sollicités que d'autres, et qu'elles s'usent plus que les autres.
Dans la pratique, c'est jamais exactement pareil, ça varie. Voilà, les fabricants de batteries, ils essayent de mesurer pour mettre les cellules les plus proches entre elles, mais il y a toujours un peu de variation. Et donc ce qui se passe, c'est ça. Donc là, on va avoir une batterie, et on va avoir une cellule qui ne s'est pas comportée pareil que les autres, elle s'est un peu moins déchargée. Et puis peut-être elle va se charger un peu plus vite aussi. Donc là, on branche le chargeur. Donc là, elle se charge un peu. Là, elle est chargée, enfin elle est presque chargée, et les autres sont encore pas totalement chargées. Là, elles sont toutes presque chargées, sauf celle qui était déjà presque chargée avant, qui est complètement chargée. Et après, qu'est-ce qui se passe? On continue à mettre du courant dedans, sauf qu'elle n'arrive pas à l'emmagasiner parce qu'elle est déjà pleine. Donc elle se met à chauffer. Donc là, au mieux, vous la dégradez très très fortement, et donc elle perd de ses capacités. Au pire, elle prend feu. Ça dépend des types de batteries, ça dépend de combien vous mettez de courant dedans. Mais globalement, il faut éviter de faire ça. Et donc c'est pour ça qu'en général, on fait une charge avec équilibrage. Donc la différence, c'est que là, j'ai commencé une étape après parce que ça va plus vite. Donc on commence à charger. Là, il y en a une qui est pleine et les autres sont pas pleines. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décharger un peu celle qui était pleine pour qu'elles soient toutes au même niveau, et puis on va finir à la charge. Comme ça, elles arrivent toutes chargées à fond en même temps. Donc, on va passer maintenant aux différentes technologies de batterie. Ça, c'est une vieille technologie, le nickel-cadmium. Donc ça fait partie des batteries au nickel. Normalement, vous ne devriez plus en croiser. C'est une tension nominale de 1,2 volts. Ouais, mais c'est pas bien. C'est ça. C'est en fait, maintenant, ça a été interdit en Europe parce qu'il y a du cadmium dedans. Et le cadmium, c'est une saloperie hyper toxique, hyper polluante. Donc si vous en trouvez qui traînent, voilà, recyclez-les correctement, s'il vous plaît. Jetez pas ça comme des schlags, faut pas faire ça. Le cadmium, c'est vraiment un métal lourd, hyper polluant et hyper toxique. Alors, il y a des endroits où c'est pas interdit. En Europe, donc c'est interdit. Il y a des pays où c'est pas interdit, genre les États-Unis, et où on peut encore en acheter à Walmart, et où les gens ils les jettent à la poubelle parce qu'ils font n'importe quoi avec. Donc les caractéristiques de ces batteries-là, ça a donc une densité d'énergie assez faible, ça n'a pas des bonnes performances. Par contre, ça a une durée de vie relativement élevée parce que ça peut faire beaucoup de charges et de décharges, environ 1500. Ça a quelques inconvénients. Ça a de l'autodécharge. Donc l'autodécharge, c'est qu'en fait, votre batterie, vous allez la charger, vous allez la laisser poser sur une étagère, et toute seule, elle va se vider. Sur les batteries nickel-cadmium, on est de l'ordre de 20% de charge par mois qui part. Il y a aussi un problème, c'est l'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est quoi? C'est un phénomène qui se produit avec les batteries. C'est particulièrement présent sur les batteries nickel-cadmium, mais sur les batteries au nickel en général. C'est un peu moins le cas sur d'autres chimies de batterie. Le truc de l'effet mémoire, c'est qu'en fait, quand vous allez utiliser la batterie, elle va se décharger. Et si quand vous la rechargez, vous ne l'avez pas complètement déchargée avant, elle va perdre de sa capacité. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu des gens vous dire vous avez acheté un nouveau téléphone, il faut le décharger à fond et le recharger à fond avant la première utilisation. Faites pas ça, c'est une connerie. C'est un truc qu'on conseille qui date encore de l'époque des batteries nickel-cadmium. Mais sur les batteries modernes, il ne faut surtout pas faire ça. Sauf qu'il y a des gens qui croient encore qu'il faut toujours le faire. Dans la famille des batteries nickel, on a les nickel hydrure métallique. C'est une autre technologie de batterie nickel. On en trouve encore de ça. Par exemple, les piles rechargeables, enfin la plupart des piles rechargeables, c'est des piles nickel hydrure métallique. Donc au niveau des tensions, c'est pareil. Le nominal est à 1,2 volts. Faut pas les décharger en dessous de 1 volt, et quand c'est complètement chargé, c'est à 1,4 volts. Les densités d'énergie sont un peu meilleures. La densité d'énergie, on la représente en watts par kilo et en watts par litre. Donc en watts par kilo, plus la valeur est élevée, plus à capacité égale la batterie sera légère. Et en watts par litre, à capacité égale, plus c'est élevé, plus la batterie sera compacte. Donc on a sur les batteries nickel métal hydrure ou nickel hydrure métallique des meilleures performances que sur le nickel cadmium, puisque les densités d'énergie sont plus élevées. On a peu de risque de feu, ça j'y reviendrai après. Il y a certaines batteries qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a moins d'effets mémoire que sur le nickel cadmium, mais il y en a quand même. Par contre, le nombre de cycles est beaucoup plus faible.
on est sur 500 à 1000 selon la qualité de la batterie. On a toujours de l'autodécharge comme sur les nickel-cadmium. La charge, pareil, je vais expliquer juste après comment ça marche la charge sur les batteries nickel. C'est compliqué de détecter la fin de la charge, et le problème c'est que si on continue de la charger quand elle est déjà chargée, on l'endommage. Et aujourd'hui c'est assez cher, à un moment c'était moins cher, et là ça commence à réaugmenter un peu parce qu'en fait on n'en produit plus des masses, parce que c'est de moins en moins utilisé. Donc quels sont les usages de ces batteries là? Principalement c'est les piles rechargeables et des modélistes qui ne sont pas encore passés aux batteries plus modernes. Pour les batteries qu'on avait avant, les nickel-cadmium, les usages qui restent aujourd'hui, c'est globalement du médical, du militaire et d'autres domaines un peu particuliers dans lesquels on n'a pas envie de repasser les certifications, donc on continue d'utiliser des vieux trucs pour pas payer les certifs, mais ça serait bien de changer un jour, quoi. Donc voilà, des petites courbes, comment on charge une batterie au nickel. Donc une batterie au nickel, ça se charge à courant constant. Donc on va mettre un courant de C sur 10. Donc pareil, on reprend tout à l'heure le facteur de décharge. On prend la capacité plutôt. Si la capacité de ma batterie est de 2000 mAh, donc 2 ampères-heure, je vais charger ma batterie à C sur 10, donc à 0,2 ampères. Donc je vais mettre 0,2 ampères tout le long. Et ce qui va se passer, c'est que la tension elle va augmenter aux bornes de la batterie. Elle va d'abord augmenter rapidement, puis après elle va se stabiliser un peu. Et quand on va arriver vers la fin de la charge, elle va remonter d'un coup, puis elle va commencer à descendre. Et là, le moment où elle passe de elle monte à elle descend, c'est là qu'il faut arrêter la charge. Si on continue à charger après, la batterie chauffe et elle se dégrade. Et donc c'est ça où sur les batteries au nickel-cadmium, c'est assez facile à détecter parce que le pic est bien marqué. Donc si le chargeur est un peu intelligent, il arrive à le détecter. Sur les batteries au nickel hydrométallique, le pic est un peu plus plat et c'est un peu plus compliqué de détecter. Et il y a beaucoup de chargeurs qui sont pas terribles et qui continuent à charger les batteries après la fin de la charge, et ça a tendance à les abîmer. On va passer sur une autre technologie qui est assez répandue au niveau des batteries, c'est les batteries plomb-acide. Donc les batteries plomb-acide, ça a une tension d'élément qui est à 2,1 volts en nominal. Il ne faut pas descendre en dessous de 1,75 et il ne faut pas monter au-dessus de 2,4. En termes de densité d'énergie, c'est pas terrible. C'est moins bien que les batteries au nickel. Par contre, ça n'a pas beaucoup d'autodécharge, ça n'a pas beaucoup de risque de feu, ça n'a presque pas d'effet mémoire et c'est pas si cher. Par contre, c'est lourd parce que forcément il y a du plomb dedans. Comme il y a du plomb, c'est aussi plein de métaux lourds, donc niveau pollution, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, il faut les emmener à la déchetterie quand on veut s'en débarrasser. Et il y a aussi de l'acide sulfurique dedans. Alors si vous avez déjà vu des vieilles batteries de voiture, dessus il y a des petits bouchons. Parce qu'en fait, quand on les achète, elles sont vides. Et il faut mettre de l'acide sulfurique dedans. Alors avant, il fallait mettre de l'acide sulfurique soi-même dans la batterie. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter de l'acide sulfurique parce qu'il y a trop de gens qui ont fait n'importe quoi avec. Donc, quand vous achetez une batterie, c'est le vendeur de la batterie qui vous la remplit directement. Et maintenant, il n'y en a quasiment plus avec les bouchons à remplir. C'est quasiment toutes des batteries gel. Donc, au lieu d'avoir de l'acide sulfurique sous forme liquide à l'intérieur, vous avez un gel qui contient de l'acide sulfurique. Et donc, la batterie est scellée comme celle qui est sur la photo. Donc, il n'y a pas moyen de l'ouvrir, il n'y a pas moyen de faire fuir l'acide, sauf si on casse la batterie. Voilà. Dans les inconvénients, il y a aussi la sulfatation sur les batteries plomb. Donc en fait, vous avez des plaques à l'intérieur de plomb. Et ce qui peut se passer avec l'usage, c'est que vous allez avoir des cristaux qui vont se former dessus de sulfate de plomb. Et ça réduit du coup la surface de plomb en contact. Et ça réduit les performances de la batterie. Ça, pareil, je vais venir après sur qu'est-ce qu'on fait pour la sulfatation. On a dans les usages des batteries au plomb, on a le démarrage des moteurs thermiques, donc les voitures, les motos, c'est des batteries au plomb dedans pour démarrer. On a les onduleurs, c'est pour prendre le relais quand on a une coupure de courant sur des serveurs par exemple. On va avoir des gros racks de batteries au plomb qui vont se charger quand il y a du courant par le réseau électrique. Et au moment où il y a une coupure, ça va basculer sur les batteries pour alimenter les serveurs le temps que le courant soit rétabli. On en a aussi dans des engins de manutention, des petits chariots élévateurs, des gerbeurs, des choses comme ça pour bouger des palettes. Et en alimentation de backup pour diverses sortes d'appareils, notamment des centrales incendie, ce qui gère les alarmes incendie dans les bâtiments. Des fois, il y a des batteries au plomb dedans pour
pour que même en cas de coupure de courant, il y ait toujours une alarme et tous les systèmes d'extinction d'incendie qui fonctionnent correctement. Alors, comment on charge une batterie au plomb? Donc une batterie au plomb, ça se charge à courant constant, puis à tension constante. On commence par mettre un courant constant, avec environ C sur 5. Donc pareil, si votre batterie elle a une capacité de, je sais pas, disons 10 ampères-heure, et ben on va commencer par la charger à C sur 5, donc 10 ampères sur 5, ce qui donne 2 ampères. Et au bout d'un moment, le courant va diminuer petit à petit. Et quand on va arriver à plus atteindre ce courant, on va mettre une tension constante. Et cette tension, c'est environ 2,45 volts par élément. Ensuite, quand elle est chargée, ce que font beaucoup de chargeurs pour des batteries au plomb, notamment pour les batteries de voiture, c'est de baisser un peu la tension de charge, ce qui permet de ne pas rentrer tout le temps de l'énergie dans la batterie, de ne pas la faire chauffer, de ne pas l'user après qu'elle soit chargée, mais en même temps de l'empêcher de se décharger toute seule. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a peu d'autodécharge, mais il y en a quand même. Et sur des véhicules, surtout, qui en plus vont potentiellement tirer du courant, même quand ils sont coupés, parce qu'il y a un peu d'électronique qui est alimentée, tout ça, ça évite que le véhicule qui reste au garage tout l'hiver ou toute l'année ne soit pas en capacité de démarrer quand il a besoin de démarrer, parce que la batterie s'est vidée. Donc pour la sulfatation, ce que je disais tout à l'heure avec les cristaux de sulfate de plomb qui se forment sur les plaques, on envoie des impulsions électriques dans la batterie à une fréquence très élevée, donc entre 2 et 6 MHz pour atteindre la fréquence de résonance de la batterie. Et ça permet de casser les cristaux et de les redissoudre dans l'acide pour les faire disparaître et résoudre le problème. Et c'est maintenant qu'on attaque les batteries un peu plus modernes, donc les batteries au lithium. Les batteries au lithium, vous en utilisez tous les jours, parce que de toute façon il y en a à peu près partout maintenant. Donc là on est sur les lithium-ions. Les lithium-ions, c'est pas la première technologie de batterie au lithium, parce qu'il y a aussi le lithium métal qui utilise du lithium sous forme métallique. Le problème du lithium sous forme métallique, c'est que c'est un alcalin, ça réagit super fort avec l'eau et donc avec l'humidité de l'air. Et niveau sécurité, c'est pas terrible, c'est assez dangereux. C'était utilisé, il y a une grosse entreprise qui en fait des batteries lithium métal, dans le groupe Bolloré, qui faisait les Blue Cars, donc Autolib pour les Parisiens qui connaissent. Et c'était aussi utilisé dans des bus électriques. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec les bus électriques à Paris il y a quelques mois. Il y en a eu 3 qui ont cramé. Et c'est des gros feux, même pour les pompiers, c'est très compliqué à gérer, quoi. Donc sur les batteries lithium-ion, on utilise du lithium pas sous forme métallique, du coup, sous forme d'ion. Et c'est un peu moins réactif. Il y a toujours des risques, mais moins qu'avec les lithium métal. Donc en termes de tension, on est sur du 3,6 ou 3,7 volts en nominal. Ça dépend des technologies, parce qu'en fait il y a plusieurs types de lithium-ion. Il y a les lithium cobalt, il y a les NMC. Alors les batteries qui contiennent du cobalt, il y a quelques soucis avec le cobalt, notamment le fait que c'est extrait dans certains pays où les droits de l'homme, voilà, et où c'est des enfants qui travaillent dans des mines pour extraire ça. Donc il y a certaines entreprises qui essayent de trouver des solutions pour se passer de ça, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à faire et qui exploitent des enfants pour miner du cobalt pour faire des batteries. On a sur les batteries au lithium donc une tension minimum à 3 volts à peu près, et un maximum à 4,2, enfin 4,1, 4,2, pareil, ça dépend des technologies comme le nominal. En gros, celles qui sont à 3,6 en nominal, elles seront à 4,1 en max, et celles qui sont à 3,7 en nominal, elles seront à 4,2 en max. En densité d'énergie, on est sur des valeurs beaucoup plus élevées que sur les batteries au nickel et les batteries au plomb. Alors, on a une fourchette très très large sur les batteries lithium-ion, parce qu'on a des grosses variations entre une batterie lithium-ion qui va être utilisée dans une batterie de perceuse et les batteries lithium-ion qu'on utilise aujourd'hui dans certains véhicules électriques qui ont besoin de beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'autonomie. Quels sont les avantages des batteries lithium-ion? On a très peu d'autodécharge, on n'a presque pas d'effet mémoire, on a une densité d'énergie beaucoup plus élevée,
On a un bon nombre de cycles, surtout depuis qu'on fait des véhicules électriques, où on a beaucoup travaillé sur le nombre de cycles, parce que au prix des véhicules électriques, on ne peut pas se permettre qu'au bout de 500 recharges, la voiture soit morte. Les inconvénients, c'est qu'il y a toujours du risque de feu, parce que je disais qu'il y en avait moins qu'avec les lithium métal, mais il y en a toujours. Et les batteries lithium, en général, sont très sensibles aux décharges profondes. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que le coup de décharger complètement et recharger complètement son téléphone, parce que le vendeur vous l'a dit, c'est une mauvaise idée. En faisant une décharge profonde, on peut perdre jusqu'à 30% voire plus de capacité d'un coup. Donc vous faites ça, au premier jour vous avez votre téléphone, vous le déchargez à fond et vous continuez de l'allumer jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus pour être sûr qu'il soit bien déchargé, et après vous le rechargez. Vous avez perdu 30% de la capacité de la batterie, premier jour. Après on a les batteries lithium polymère, qu'on appelle aussi LiPo. Donc la tension nominale c'est 3,7 volts. On a au minimum 3 volts et au maximum 4,2 volts. Ça c'est une batterie LiPo, elle est un petit peu gonflée. Et ici, j'ai une batterie de drone, une batterie d'Anafi. C'est une batterie LiPo aussi, mais c'est une LIHV. Alors c'est une chimie un petit peu différente, qui a une tension un petit peu plus élevée. Et donc la tension nominale est de 3,8 volts, et la tension maximale est de 4,35 volts. Ça permet de gratter un peu sur la vitesse de rotation des moteurs sur des drones, et il y a un petit peu plus d'énergie dedans. Par contre c'est plus cher. En termes de densité d'énergie, on est sur quelque chose qui est à peu près dans le même ordre que sur les batteries lithium-ion. En termes de densité en watts par litre, on est un peu moins bon parce que on a des batteries aujourd'hui en lithium-ion qui sont plus compactes pour pouvoir mettre plus dans les véhicules, parce qu'on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Par contre, en rapport en densité massique, donc là en watts par kilo, on est meilleur que les batteries lithium-ion. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours des batteries lithium polymères dans les drones, parce qu'on n'aime pas rajouter du poids sur des trucs qui volent. Alors pareil, dans les avantages, c'est assez similaire au lithium-ion, c'est très peu d'autodécharge, presque pas d'effet mémoire, densité d'énergie élevée, c'est léger, c'est beaucoup plus léger que quasiment toutes les autres batteries. Par contre, les inconvénients, c'est le risque de feu qu'il y a aussi sur le lithium-ion, mais un peu plus sur le LiPo. Pourquoi il y a plus de risque de feu sur le LiPo? Parce qu'elles sont sensibles aux impacts et aux perforations, aux pressions. Parce que les lithium-ion, souvent, elles ont des coques, et quand elles n'ont pas de coque, ça ressemble à des piles, c'est en métal, c'est dur. Ça, c'est mou. Donc si j'ai un truc pointu qui vient taper dessus, ça va faire un trou dedans. Et là, ça se passe pas bien. Après, c'est aussi très sensible aux décharges profondes comme les batteries lithium-ion. Et ça fait beaucoup moins de cycles que les batteries lithium-ion. C'est assez fragile, les batteries lithium polymères. Ça fait dans les 500 à 1000 cycles. Dans quoi on les utilise les batteries de modélisme, c'est beaucoup des batteries LiPo, en tout cas pour tout ce qui vole, même pour les voitures radiocommandées, parce que c'est quand même des bonnes performances, c'est léger. C'est souvent des formes un peu de pavé, donc c'est facile à placer dans un truc. C'est utilisé du coup dans les drones. Dans les téléphones portables, c'est souvent du LiPo aujourd'hui et plus du Li-ion. Dans les PC portables qui sont assez fins, genre celui-là, celui que j'ai là, c'est du lithium polymère dedans. Voilà. Quand on était tout à l'heure sur les batteries lithium-ion, j'ai oublié de préciser, dans les usages, on a aussi les PC portables, on a des batteries plus grosses comme ça, un peu plus qu'on trouve sur des plus gros PC portables, des PC portables plus anciens. On a du coup les véhicules électriques, on a des appareils mobiles, il y a quelques téléphones encore qui utilisent du lithium-ion, les lampes torches, les outils électroportatifs du coup avec les batteries de perceuse, les powerbanks, donc les batteries externes pour recharger son téléphone. Le LiPo, on en trouve un peu aussi dans les trottinettes électriques et les vélos électriques, mais on trouve surtout du lithium-ion aujourd'hui. Et on a une troisième technologie de batterie lithium, c'est les lithium fer phosphate. Donc LiFePO4, comme elles sont souvent appelées en modélisme. LFP, c'est une dénomination qu'on trouve plutôt dans le monde du véhicule électrique. Il y a certains constructeurs qui proposent des batteries lithium fer phosphate dans leur véhicule. Et il y en a qui proposent plusieurs types de batteries. Par exemple, on a MG. Sur la MG4, ils ont, selon la gamme et selon le type de batterie qu'on prend, il y a la version en LFP et il y a la version en lithium-ion, en NMC. Donc là, sur les lithium fer phosphate, on a une tension qui est plus basse. On est à 3,3 volts en nominal.
on est à 2,8 en tension minimale et on est à 3,6 en maximum. La densité d'énergie, c'est moins bon que ce qu'on a sur le lithium-ion et le lithium polymère. Par contre, il y a, pareil, toujours très peu d'autodécharge, parce que batterie lithium. Il n'y a presque pas d'effet mémoire. Et en termes de stabilité, c'est beaucoup mieux que les lithium-ion et les lithium polymères, donc il n'y a presque pas de risque de feu. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins que les autres. Le gros avantage du lithium fer phosphate aussi, c'est le nombre de cycles qu'il peut faire, qui est très élevé, beaucoup plus élevé que sur les autres batteries. Donc 3000 à 4500 cycles. Même si sur les lithium-ion, pareil avec les véhicules électriques, ça augmente petit à petit et ça commence à s'en rapprocher. Bon, après, comme les autres batteries lithium, c'est sensible aux décharges profondes. Si vous la déchargez à fond, elle peut être morte, elle peut perdre 30% de capacité d'un coup. Faut éviter les décharges profondes. Et on a une tension par cellule qui est plus basse que sur les autres types de batteries au lithium. Et en fait, c'est un inconvénient parce que à coup de 3,3 volts, quand on les multiplie pour mettre des cellules en parallèle, on tombe sur des tensions qui sont un peu bâtardes en général. Par exemple, si on fait une batterie avec 3 cellules, on est à 9,9 volts. Mais en même temps, si on en rajoute une de plus, on passe à quasiment 13. Donc quand on veut avoir du 12 volts, enfin on passe à plus que 13 d'ailleurs, on passe à 13,2. Donc quand on veut avoir du 12 volts, c'est un peu gênant. Et c'est pareil pour avoir du 24 volts. Et 12 volts, 24 volts, c'est des tensions qu'on utilise souvent sur les moteurs, donc c'est des tensions qu'on aime bien avoir dans nos robots. Donc c'est un peu l'inconvénient de ces batteries-là, c'est les tensions sur lesquelles on tombe. Donc, on va être soit obligé de prendre une tension plus élevée et après de mettre de l'électronique pour abaisser cette tension, soit de prendre une tension plus basse et d'avoir les moteurs qui tournent moins vite. Dans quoi c'est utilisé C'est utilisé du coup dans les véhicules électriques, c'est utilisé un peu en modélisme, mais les modélistes utilisent surtout ça dans les télécommandes, parce qu'en fait, ils veulent dans les modèles réduits des batteries qui ont le plus de performance possible pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour tenir plus longtemps. Dans les télécommandes, ça consomme pas tant que ça, et du coup, ils préfèrent avoir des batteries qui sont plus résistantes, plus stables. Donc, c'est un peu utilisé pour ça. C'est utilisé du coup dans les véhicules électriques, comme je disais, sur certaines voitures électriques. Et c'est utilisé aussi dans le médical parce que c'est assez safe. Par exemple, celle-là, c'est une grosse cellule lithium fer phosphate qui vient d'un appareil médical, en fait, un chariot avec un ordinateur dessus. Et c'est les batteries qui alimentent l'ordinateur. Donc les batteries au lithium, comment ça se charge? Un peu comme les batteries au plomb, c'est du courant constant et tension constante. Sauf qu'on va charger beaucoup plus vite. On va charger jusqu'à 1C les batteries lithium. Donc si j'ai une batterie qui fait 2000 mAh, je vais la charger à 2 A. Au bout d'un moment, je ne vais plus réussir à atteindre ce courant et donc je vais passer en tension constante. Cette tension constante, c'est la tension chargée de l'élément. Donc dans le cas du LiPo, je vais charger à 4,2 volts par élément. Donc si j'ai une batterie de là en bas 5000 mAh, 6 éléments en LiPo, je vais charger à 5 ampères parce que c'est une 5000 mAh. Et après, je vais charger à 4,2 x 6 parce que j'ai 6 éléments. Donc 25,2 volts. Et maintenant, je vais pouvoir parler d'une autre technologie différente du lithium, qui est les batteries au sodium. Donc les batteries au sodium, c'est un truc c'est assez nouveau. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un petit logo du CNRS sur la photo. On commence à en trouver, et il y a des fabricants chinois qui commencent à en vendre. Et du coup, on a donc une tension qui est plus basse que sur les batteries au lithium. On est à 3,3 volts en nominal, on est à 2,8 en minimum, et on est à 3,6 en maximum. Je vais laisser une petite faute sur la slide. Voilà. Et sur les densités d'énergie, on est sur un truc qui est moins bon que le lithium fer phosphate, qui est meilleur que le lithium fer phosphate, pardon, mais moins bon que le LiPo et le Li-ion. Ça a pas mal d'avantages, c'est assez prometteur, il y a très peu d'autodécharge, il n'y a presque pas d'effet mémoire, et par contre il y a un nombre de cycles qui est vraiment très élevé. On parle déjà de au moins 2000 alors que c'est tout nouveau, que ça vient juste de sortir.
Et il y a certains fabricants qui évoquent beaucoup plus que ça, qui évoquent des nombres au-dessus des 10 000 cycles. C'est moins performant que les Li-ion et les LiPo par contre, et c'est pas encore très répandu. Donc le problème c'est que c'est compliqué à sourcer, qu'il faut trouver les chargeurs qui vont avec, voilà. Mais comme le sodium c'est beaucoup plus présent sur Terre, bah déjà rien qu'avec tout le sel dans l'eau de mer, ça pourrait devenir beaucoup moins cher que les batteries au lithium et beaucoup plus facile à fabriquer. Il n'y a pas ou peu de cobalt dedans, selon les chimies. Et il y a un gros fabricant chinois qui s'appelle CATL. Ils font notamment des batteries pour les voitures électriques, des batteries lithium-ion. Mais c'est actuellement un des plus gros fabricants de batteries sodium-ion. Donc là voilà, on a un petit comparatif des densités énergétiques des différents types de batteries. Donc plus on va vers la droite, plus la batterie à capacité égale, à énergie égale sera légère. Plus on va vers le haut, plus elle sera compacte. Donc on voit que là, plus on est en bas à gauche, moins c'est performant. Plus on est en haut à droite, plus c'est performant. Donc dans le cas du plomb acide, on est sur les moins bonnes performances. Nickel cadmium, nickel hydrométallique, ça monte un peu. Donc là on a le lithium-ion et le lithium polymère qui selon les chimies sont parmi les meilleurs. Donc le lithium fer phosphate, il n'est pas sur le graphe mais il est quelque part par là. Et le sodium-ion, il est plutôt par là. Le lithium métal, bon, il est un petit peu plus performant, mais du coup il est tellement instable que c'est pas forcément une bonne idée. Et l'essence, c'est très loin par là-bas. C'est genre à peu près à 1000 sur les deux axes. Donc c'est pour ça que c'est assez récent de faire des véhicules électriques. Et que dans un véhicule électrique, vous avez plusieurs centaines de kilos de batterie, alors que dans un véhicule thermique, vous avez moins de 100 kilos d'essence. Il y a l'hydrogène aussi, mais l'hydrogène c'est encore différent parce que c'est un gaz, donc comment on va choisir sa batterie pour faire un robot pour la coupe de robotique? Déjà on va choisir sa batterie en fonction de la tension. Donc si on peut, on prend la bonne tension pour les moteurs. Donc si par exemple vous avez des moteurs qui tournent en 24 volts, si vous êtes en lithium, vous prenez une batterie à 6 cellules, en lithium-ion, en lithium polymère. Comme ça vous êtes directement autour des 24 volts, c'est bon. Si vous avez une batterie en 12 volts, si vous avez des moteurs en 12 volts et vous voulez utiliser une batterie au nickel, vous allez mettre 10 cellules et comme ça vous atteindrez 12 volts. Après, si vous ne pouvez pas tomber sur une tension qui correspond bien à la tension de vos moteurs, moi je recommande plutôt d'utiliser une tension plus élevée et puis de mettre ensuite des circuits électroniques pour réduire la tension. Parce que y a aussi des circuits électroniques où on peut partir d'une tension plus basse et monter, mais le rendement est moins bon. Et c'est plus cher, c'est plus compliqué, donc en général on préfère abaisser que monter. On a après la capacité. Donc la capacité, il faut estimer la consommation du robot. Donc le courant qu'il va consommer en moyenne, hein, c'est pas le courant qu'il va consommer en pic, c'est pas le courant qu'il va consommer en faisant rien, c'est le courant en moyenne. Et faire le calcul avec la capacité pour qu'on puisse tenir au moins 3 matchs. Donc 3 matchs, ça fait 9 minutes de préparation, plus environ 5 minutes de match. Donc en gros, il faut pouvoir tenir à peu près un quart d'heure. Pourquoi pouvoir tenir 3 matchs? Parce que déjà, si on va en finale, il y a un BO3, donc il y a potentiellement 3 matchs. On peut changer de batterie entre 2 matchs, mais si le robot est un peu long à démarrer, c'est pas pratique. Il y a les risques de rematch. On peut faire un match et juste après avoir le match à refaire parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, parce que pour une raison, il y a plusieurs raisons qui peuvent donner un rematch. Si le robot il tient qu'un seul match avec sa batterie, pour le rematch c'est mort. Il y a le temps de préparation, donc on va se préparer, on va mettre le robot en place, tout ça. Et puis en fait, il va y avoir d'autres matchs sur les autres tables qui vont se passer à côté. Et votre robot il va peut-être rester en place, allumé et prêt à partir pendant 3 minutes, 4 minutes, en attendant le début du match, voire plus. Ce serait dommage qu'il tombe en panne de batterie pendant qu'il est en train d'attendre le début du match quand même. Après on a le facteur de décharge. Ça, c'est à choisir en fonction de la consommation du robot aussi.
mais là c'est plutôt sa consommation en usage. Toute la partie au repos pendant le temps de préparation, on s'en fout un peu. C'est combien il va tirer en usage courant et combien il va tirer en pic. Par exemple, quand on va commencer à faire des grosses accélérations avec les moteurs, quand on va avoir des actionneurs qui vont forcer au maximum. Et là, il faut choisir une batterie qui est capable de sortir assez de courant pour que, pour qu'elle ne s'abîme pas avec l'usage normal du robot, donc quand il tourne, qu'on ne dépasse pas le facteur de décharge continu, et aussi que en pic, on ne dépasse pas le facteur de charge en pic, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que la batterie ne va pas réussir à fournir le courant, la tension va descendre, et alors là, si vous avez de la chance, votre robot il va ralentir, et il va peut-être se passer des trucs pas terribles. Si vous n'avez pas de chance, votre robot il s'éteint. Et après il reboot. Et après c'est la merde. Et c'est comme ça qu'on perd un match un peu bêtement. Ça, ou les équipes qui chargent pas leur batterie avant les matchs aussi, mais il y en a déjà eu. Pour le format, bah ça c'est un truc de mécano. C'est que la batterie, et dans le cas des batteries lithium-ion et lithium-polymère, pour la coupe qui impose d'avoir un sac inifugé autour, donc il faut que la batterie et son éventuel sac inifugé rentrent dans le robot. Il faut qu'il y ait de la place pour mettre l'électronique, pour mettre la mécanique, tout ça. Il faut que la batterie elle aille dans un endroit où elle va réussir à rentrer sans risquer de se prendre dans des trucs, sans risquer de se faire arracher les câbles par un actionneur qui passe par là, ou voilà, sans risquer de se faire éjecter du robot en cas de contact ou en cas de freinage brusque. Je crois que c'est déjà arrivé aussi sur des robots à la coupe. Et aussi, il faut que le poids il ne nuise pas à l'équilibre du robot. Donc, par exemple, si on prend une batterie au plomb qui est un peu lourde, on va pas la mettre tout en haut du robot. Sinon, le robot, quand il va freiner, il va faire comme ça. Puis peut-être il va se vautrer ou il va se tordre ou puis il va du coup mal se déplacer parce que sur les accélérations, il va pencher en arrière, donc il va peut-être décoller ses roues et bon, c'est mieux de garder un centre de gravité le plus bas possible pour la stabilité du robot. En termes de chimie, donc je déconseille les batteries au nickel. Vous pouvez éventuellement utiliser du NiMH, mais bon, ça devient compliqué à trouver, c'est cher, les performances sont limitées, il n'y a pas vraiment de bons chargeurs pour les batteries NiMH. Et au prix que ça coûte aujourd'hui, vaut mieux passer sur du lithium. Sauf si vraiment vous avez peur. Les batteries au plomb pour des robots très basiques, ça peut être bien parce que c'est facile à charger. Si on la met en bas, ça abaisse le centre de gravité du robot parce que c'est lourd. Après, les performances, c'est pas terrible. On a les batteries LiFe PO4 du coup qui sont pas mal utilisées. Pourquoi elles sont pas mal utilisées? Parce que c'est assez safe. Il y a peu de risques de feu par rapport aux autres. Et il n'y a pas d'obligation d'avoir un sac inifugé dessus à la coupe, donc ça fait gagner un peu d'espace. Parce que le sac inifugé, on a du mal à le rentrer dans les robots des fois. Avec du scotch pour bien le tasser, ouais. Bon, après, les lithium-ion, lithium-polymère, c'est assez répandu. Il y a beaucoup d'équipes qui en utilisent, y compris nous. C'est un bon choix, par contre, il faut savoir ce qu'on fait avec. Voilà, j'ai vu des gens qui faisaient clairement peur avec leur batterie lipo parce qu'ils faisaient n'importe quoi, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quand on sait ce qu'on fait, ça va. L'inconvénient, c'est qu'il faut utiliser un sac inifugé, du coup, qui prend de la place. Et qu'il faut acheter un bon chargeur. Après, on a des batteries lithium-ion ou lipo du commerce. Donc ça, par exemple, la batterie de drone, la batterie de perceuse. On a de plus en plus d'équipes qui utilisent ça, parce que c'est pas forcément très cher, surtout depuis qu'on peut acheter dans un célèbre magasin de hard discount. Maintenant, ils vendent en ligne. Avant, il fallait aller dans le magasin aux périodes où ils vendaient des outils. Maintenant, ils vendent en ligne, on peut acheter directement les batteries en ligne. Et donc, ils vendent des batteries 18 volts et 12 volts, qui sont pas très chères et qui sont vendues avec le chargeur. Après, bon, on a d'autres équipes qui utilisent des batteries d'autres marques d'outillage. Il y a du Parkside, nous on utilise du Milwaukee, il y a des gens qui utilisent du Bosch. Les batteries de drone, je crois que j'en ai pas encore vu beaucoup. Il y a des gens qui utilisent des boosters aussi, en gros des grosses batteries qui servent à démarrer les voitures quand elles n'ont plus de batterie. Ça aussi, ça se trouve pour des tarifs assez raisonnables sur internet, sur des gros sites genre Amazon ou AliExpress. AliExpress, j'éviterai un peu quand même, mais pour les batteries, c'est pas un bon choix. Voilà. Et l'avantage de ces batteries-là, c'est que c'est assez facile à intégrer parce que ça a des formes souvent assez
assez droite, c'est fait pour se clipser, donc on peut imprimer en 3D des logements pour les clipser dedans. Il y a des sites qui vendent de quoi les raccorder. Il y a aussi pour les modèles les plus répandus des sites qui fournissent, où les gens uploadent leurs pièces 3D sur lesquelles on peut trouver des docks justement pour les mettre dedans. Après les batteries au sodium, du coup pour l'instant c'est un mauvais choix, vraiment, parce que la plupart des chargeurs ils le supportent pas, c'est difficile à sourcer. Par contre, d'ici quelques années, peut-être que ça sera la norme, peut-être que les 3/4 des équipes utiliseront des batteries au sodium. Ou peut-être que du coup personne n'en utilisera, je sais pas. Mais je pense que ça pourrait être utilisé dans les prochaines années. Après, on a les marques des batteries. Donc pour les marques, c'est les marques que j'ai citées là, c'est des marques que je connais et que je peux recommander. Il y a des marques peut-être qui sont très bonnes mais que j'ai pas listées parce que je les connais pas. Voilà. Donc quand on est sur des batteries lipo, j'ai mis un peu des couleurs. Donc Zippy c'est une marque qui est correcte mais sans plus. Turnigy c'est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus des batteries incroyables. Par contre c'est pas très cher. Et ils ont un peu de tous les formats, un peu de toutes les capacités, tout ça. ATM c'est une marque que j'ai un peu utilisée aussi. C'est des batteries qui sont dédiées à l'airsoft à la base. Elles peuvent avoir un intérêt sur des usages en robotique parce que vu que c'est fait pour des répliques d'airsoft, ça a un format, il y a des formats un peu spécifiques, notamment des batteries très longues et très fines. Donc pour les loger dans des parties du robot, ça peut être sympa. Après, bon, les grosses marques de modélisme, Team Orion, Graupner, Hyperion. Hyperion, ils font vraiment des batteries incroyables qui sortent des courants fous avec des capacités folles et qui peuvent supporter des charges rapides sans problème. Par contre, c'est hors de prix. C'est la moindre batterie, c'est 150 €, quoi. En LiFe, on a un peu les mêmes marques. On a Turnigy, on a Team Orion, on a Graupner, on a Hyperion. Sur les lithium-ion, j'en connais pas tant que ça. Il y a Titan Power qui fait des batteries toutes faites. Après, si vous voulez acheter vos cellules et faire vos batteries vous-même, il y a des boîtiers pour mettre les cellules dedans. Si on veut les souder, il faut utiliser une soudeuse par point, donc c'est un peu technique. Pour les cellules, il y a des marques qui sont meilleures que d'autres. Il y a des marques à privilégier. Dans les marques, il y a certaines grosses entreprises coréennes, donc Samsung et LG par exemple. Il y a quelques japonais, Panasonic et Sanyo. Et il y a des chinois comme CATL justement ou BAK. BAK. Dans les batteries au plomb, il y a Yuasa qui fait pas mal de petites batteries qui sont utilisées dans plein de trucs, dans des motos, dans des systèmes d'alarme incendie, tout ça. Pour les batteries d'électroportatifs, globalement toutes les marques fiables d'électroportatifs, leurs batteries sont ok, que ce soit Bosch, Milwaukee, Parkside, DeWalt, Makita. Pour les drones, toutes les grosses marques de drones. Après, c'est un peu cher les batteries de drones, et puis souvent c'est des connecteurs un peu spécifiques, donc c'est pas toujours pratique à brancher. Donc Parrot, DJI, Skydio. Et dans les powerbanks, on a Ugreen, Oki et Anker qui sont corrects. Après, le problème des powerbanks, c'est que c'est facile à utiliser parce que c'est de l'USB, mais la plupart ça fournit que du 5 volts, et si vous voulez plus, ça va être du power delivery en USB, et là ça devient de l'USB compliqué, c'est pas drôle à faire marcher. Même si vous pouvez trouver des petits modules qui se branchent dessus, et qui du coup vont directement sortir du, je sais pas, 12 volts, 15 volts, 20 volts du power delivery. Après, sur les batteries, on peut choisir les connecteurs, parce qu'il y a plusieurs types de connecteurs sur les batteries. Donc on va avoir sur toutes les batteries LiPo, LiFe, tout ça, des connecteurs type modélisme. On a le Tamiya et le mini Tamiya. Donc ça c'est du mini Tamiya en bas à gauche. Le Tamiya c'est pareil mais en plus gros et en général en noir. Ça je le déconseille fortement, c'est un connecteur qui est vieux, qui était utilisé sur les batteries NiMH à l'époque. Le contact est pas bon et ça passe pas beaucoup de courant, et quand on les utilise sur des batteries LiPo ou Li-ion, ça a tendance à cramer, à devenir noir et à faire des très mauvais contacts électriques, quoi. On a après le TDIN ou DINS, il y a les deux noms qui sont utilisés. C'est le connecteur rouge. C'est pas mal. L'inconvénient de ça, c'est que c'est un peu technique à souder parce qu'il n'y a rien qui sépare vraiment les deux contacts. Et si on rip, ça peut mal se passer. Après, on a les EC3, EC5, les connecteurs bleus là. Donc il y a les EC3 qui sont plus petits, les EC5 qui sont plus gros et qui passent plus de courant. C'est pas mal, mais c'est assez gros comme connecteur, donc c'est un peu encombrant.
Ceux qui sont le plus répandus aujourd'hui sur les batteries, c'est les XT30, 60, 90, enfin surtout le XT60 pour les batteries normales, le XT90 pour les grosses batteries. C'est le courant qu'on peut passer dedans en ampères en fait. 30 c'est 30 ampères, 60 c'est 60 ampères, 90 c'est 90 ampères. Les 30 on n'en trouve pas beaucoup directement sur les batteries, mais on peut les mettre parce qu'ils sont plus compacts que les autres. C'est des bons connecteurs, c'est assez facile à souder. Et l'avantage c'est que la polarité elle est marquée dessus, il y a un petit plus du côté où c'est le plus du connecteur, donc ça évite de souder à l'envers et de brancher à l'envers. On peut pas le brancher à l'envers parce qu'il rentre que dans un sens, mais ça évite de mettre les fils à l'envers sur le connecteur quand on les soude. À savoir que dans les robots on a souvent un peu de capacité, on a des condensateurs sur l'électronique, et quand on branche la batterie, ça a tendance à faire des appels de courant et donc à faire des étincelles dans le connecteur. Donc les petits connecteurs, ils ont tendance à pas aimer ça. Les XT30 par exemple, ça les abîme un peu. Sur les XT60 ça se passe un peu mieux. Et après sur des plus gros, genre XT90, il y a carrément des systèmes anti-arc pour éviter que ça abîme le connecteur quand on le branche. Juste en dessous j'ai mis un site qui vend des adaptateurs pour les batteries d'outils. Donc batterie 12 volts, batterie 18 volts pour les perceuses et tout ça. Ils font des adaptateurs un peu comme ce qu'on voit à droite. Là, c'est une batterie. Alors, je sais pas quelle marque c'est. Ça doit être une Bosch, ouais. Ah oui, non, c'est une Parkside. C'est la Parkside. Et en fait, c'est un adaptateur en impression 3D qui vient se clipser sur la batterie, duquel il y a deux fils qui sortent. Et donc, comme ça, vous pouvez le souder soit à un connecteur pour brancher dans votre robot, soit directement à une carte électronique. Donc voilà, c'est plus simple que de se le modéliser, de se l'imprimer soi-même, ou même de récupérer le modèle et de se l'imprimer, de le fabriquer. Là on l'achète et il est directement là et il est bon. Hop. Comment on choisit un chargeur? Donc l'idéal c'est de prendre un chargeur qui fait multichimie, donc qui peut charger tous les types de batteries lithium et autres batteries, parce qu'en fait ces chargeurs là, les chargeurs multichimie qu'on voit, donc le bleu et le noir à droite, c'est des chargeurs qui peuvent charger les batteries lithium, mais ça peut aussi charger les batteries NiMH et ça peut aussi charger les batteries plomb. Des fois même les batteries NiCd aussi. La plupart par contre ne chargent pas les batteries sodium. Il doit y avoir un connecteur de charge et d'équilibrage séparé. Donc le connecteur d'équilibrage c'est le petit connecteur blanc que vous voyez là, ou là sur le côté, et pareil sur celui-là sur les côtés. Le connecteur de charge, sur celui-là il n'y en a pas. Du coup c'est pour ça que j'ai mis une croix dessus. C'est des mauvais chargeurs. Si vous n'avez pas les deux types de connecteurs, c'est à proscrire. En plus sur celui-là il n'y a aucun réglage, donc il charge toutes les batteries pareil. Il en a rien à faire des caractéristiques de votre batterie, il charge. Donc votre batterie, si elle ne convient pas au profil de charge du chargeur, elle prend tarif. Celui-là, du coup, il a les fiches bananes sur les côtés, et celui-là aussi. Il doit avoir un réglage complet des paramètres de charge. On doit pouvoir régler le type de batterie, la tension, le courant de charge. Il doit avoir un mode équilibrage, parce qu'il faut équilibrer les cellules. Et après, bon, on a des chargeurs qui ont du coup la capacité de charger plusieurs batteries en même temps. Donc là, le bleu, il en charge une. Le noir qui est à côté, c'est celui qu'on a, et il charge 4 batteries en même temps. Après, il y a des chargeurs qui ont une alimentation intégrée, donc c'est le cas du noir ici. Vous voyez le câble secteur qui sort derrière. Et il y en a qui n'ont pas une alimentation intégrée. Le bleu là, lui, il faut lui mettre une alimentation externe. Donc c'est un bloc d'alim qui ressemble à une alim de PC portable. Alors, je les ai pas mis pour. Enfin, j'ai pas choisi les chargeurs au hasard. Celui-là, je l'ai choisi parce que je sais qu'il y a plein de chargeurs comme ça qui sont utilisés, mais c'est vraiment pas terrible, faut pas les utiliser. Celui-là, c'est un modèle qui est très très répandu, le bleu, le IMAX B6. C'est un bon chargeur. Et c'est en fait, globalement, dans les chargeurs les moins chers, le meilleur. Puis celui de droite, c'est celui que nous on utilise. C'est vraiment un bon chargeur. Par contre, c'est pas du tout le même prix, c'est assez cher. Mais comme on peut charger plusieurs batteries en même temps, c'est très pratique. Après, si vous utilisez des batteries commerce, vous avez les chargeurs qui vont avec. Donc dans les cas des batteries 12 volts de perceuse ou batterie 18 volts de perceuse aussi, ou d'autres types d'outils. Chargeur secteur tout fait, vous branchez la batterie dedans, ça charge. On a de plus en plus d'appareils, par exemple c'est le cas de cette batterie de drone, qui charge en USB-C. Des fois avec du power delivery. Donc vous prenez un bon chargeur USB-C, par exemple celui-là chez Ugreen, et vous chargez avec. Il faut faire gaffe à certains appareils, parce que l'USB-C et le power delivery c'est un peu le bazar. L'aspect du power delivery, je crois qu'elle fait plus de 600 pages. Et du coup il y a plein de gens, ils ont fait tout et n'importe quoi avec l'USB-C. Donc
voilà, par exemple, chez Lidl ou chez Raspberry, ils vendent des appareils. Alors chez Lidl, ils vendent par exemple une Dremel sur batterie qui se charge en USB-C. Et donc l'USB-C, pour faire simple avec le Power Delivery, ça permet de charger avec des tensions différentes du 5 volts de l'USB standard. Sauf qu'il faut une négociation entre l'appareil et le chargeur. Donc l'appareil, il demande différentes tensions qu'il accepte et le chargeur lui fournit. Donc si l'appareil dit qu'il peut charger en 12 volts, le chargeur lui fournit 12 volts. Le problème avec la Dremel Lidl, là, c'est que le chargeur, il n'attend pas que l'appareil lui demande, il fournit 12 volts. Donc si vous avez un téléphone qui prend le 5 volts et le 9 volts, mais pas le 12, vous le branchez sur le chargeur Lidl, le téléphone, il est mort. Et Raspberry, c'est pareil, ils ont fait sur la Raspberry Pi 5, là, un port USB-C, mais qui ne fait pas de Power Delivery, et qui a besoin de 5 volts 5 ampères. Sachant que normalement, la spec USB, elle s'arrête à 3 ampères, donc ils ont fait un truc qui n'est pas compliant à la spec. Et pour pouvoir alimenter une Raspberry Pi, va falloir acheter une alim spécifique Raspberry Pi. Et qui ne respecte pas les normes du coup. Maintenant, on va parler de trucs qui crament. Donc on va parler d'abord des feux électriques. Les feux électriques, c'est un peu le feu basique de robot. C'est un feu qui va être lié à une surchauffe dans des câbles ou dans des cartes. Ça peut arriver avec n'importe quel montage électrique. Et ça peut arriver même sans batterie. Il y a des gens qui ont eu des feux chez eux, qui ont leur maison qui ont brûlé parce qu'ils ont eu un problème électrique dans la maison qui a mis le feu. Ça vient souvent d'un court-circuit, ça peut venir aussi de câbles sous-dimensionnés. Par exemple, vous prenez une rallonge électrique qui est faite pour brancher des petits trucs et vous branchez un méga four ou une méga plancha dessus, ça peut brûler. Et pareil avec le cas des multiprises sur les multiprises sur des multiprises sur des multiprises. La première multiprise, elle n'est pas faite pour tanker tout ce qu'on va brancher derrière et elle risque de ne pas apprécier et de fondre et de prendre feu. Donc comment on fait pour éviter les feux électriques? Déjà on met des fusibles, comme ça si on tire trop de courant par un court-circuit ou parce qu'on a branché trop de trucs, le fusible il va péter, ça va couper le courant et il n'y a plus de problème. On utilise des bons connecteurs, parce que quand on met des mauvais connecteurs, on a des mauvais contacts et donc ça augmente la résistance, ça augmente l'échauffement dans le connecteur et il y a risque de feu. On dimensionne ces câbles correctement, on ne met pas du tout petit câble pour ces moteurs. Et puis il n'y a pas besoin de mettre du câble énorme pour alimenter une LED par exemple. On fait du marquage et du détrompage, donc on utilise des connecteurs, par exemple ceux qui sont à droite là. Ceux qui sont à droite, il n'y a pas moyen de les brancher à l'envers. Et en plus, comme ils ont été câblés là sur l'image, il y a des fils avec des couleurs différentes. Les couleurs ont des significations. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire dans les robots. Ça évite de se planter, de brancher des trucs à l'envers ou de brancher des trucs au mauvais endroit et de tout cramer. Après, quand on a des borniers qui sont à vis, on met des férules. Donc c'est le truc qu'on a au milieu en bas. C'est un truc qu'on va emboîter sur le fil et puis on va l'écraser avec une pince spéciale. Et ça donne de la rigidité au bout du fil. Comme ça, quand on le serre dans le bornier, il va bien tenir, il ne va pas bouger. Parce que sinon, ça a tendance à se desserrer et après, ça fait des mauvais contacts et donc risque pareil au mieux de défaillance électrique et donc le robot il va faire des trucs bizarres et vous n'allez pas comprendre pourquoi et en fait c'est juste un bornier qui est desserré et au pire ça crame. Et après on vérifie que les soudures sont bonnes, que les sertissages de câbles sont bons et que le serrage des borniers est bon aussi. Mais pour le feu, on a aussi un risque qui lui est surtout orienté sur les batteries au lithium. C'est l'emballement thermique. Donc ça concerne principalement le lithium-ion et le lithium polymère. Mais il y en a aussi sur le lithium métal, il y en a aussi un peu sur le sodium-ion et un peu moins sur le lithium fer phosphate. Les causes de ça, c'est soit des défauts de fabrication qui mènent à des courts-circuits en fait, soit des courts-circuits donc internes ou externes, donc soit on a fait un court-circuit dans le montage sur lequel est branchée la batterie, soit on a la batterie qui a un court-circuit à l'intérieur. Ça peut arriver par exemple si on fait un trou dans la batterie, on va avoir des couches de feuilles dans la batterie. Ces feuilles, si on fait un trou dans la batterie, elles vont se toucher et ça fait un court-circuit dans la batterie. Et c'est même arrivé à une marque que je pense que vous connaissez tous, Samsung. Le Galaxy Note 7, je ne sais pas si ça vous parle, qui avait été interdit de tous les vols, tous les avions, parce que justement les batteries avaient tendance à cramer, à exploser. En fait, il y avait des sortes de cristaux qui se formaient à l'intérieur de la batterie, parce qu'ils ont voulu faire une batterie plus fine que tout le monde, ils ont réduit l'épaisseur de l'isolant à l'intérieur. Et donc il y avait des sortes de cristaux qui se formaient à l'intérieur, qui traversaient l'isolant, et ça faisait un court-circuit directement à l'intérieur de la batterie. Et après, la batterie, elle prenait feu.
Ça peut arriver aussi sur des surcharges. Donc là, par exemple, vous avez mis votre batterie en charge avec un mauvais chargeur, ou vous avez un fil qui s'est débranché pendant la charge, un fil d'équilibrage qui s'est débranché pendant la charge, et du coup le chargeur il n'a pas compris, il n'a pas équilibré correctement. Ou alors sur des courants excessifs en charge ou en décharge. Donc en charge, vous avez très mal réglé votre chargeur, mais vraiment très mal. Ou en décharge, vous avez fait un court-circuit, ou alors vous avez pris une batterie beaucoup trop petite pour l'usage que vous en avez. Et pourquoi ça arrive? Donc on a ici un petit triangle du feu. Donc le triangle du feu, c'est ce qu'il faut pour faire du feu. Vous voulez allumer un feu, il vous faut un comburant, un combustible et une source de chaleur. Vous voulez faire un barbecue, votre combustible ça va être le charbon, le bois. Votre comburant ça va être l'oxygène qui est dans l'air. Et votre source de chaleur ça va être votre briquet, votre chalumeau que vous allez utiliser pour allumer le feu. Dans la batterie lithium, on a la batterie qui va se mettre à chauffer du coup dans le cas du court-circuit interne. Le lithium c'est un métal alcalin, donc c'est très combustible, le sodium aussi. Et quand ça va chauffer, l'électrolyte qui est à l'intérieur de la batterie va se décomposer. Et quand il se décompose, ça forme de l'oxygène, enfin du dioxygène. Et donc, dans ce cas-là, vous avez les trois éléments de votre triangle du feu. Vous avez le combustible, le lithium, le comburant, l'oxygène, et la source de chaleur, la batterie qui a chauffé à 600 degrés. Le problème, c'est que pour éteindre un feu, en général, on va l'arroser ou on va mettre de la poudre au-dessus pour enlever l'oxygène de l'air. Sauf que là, l'oxygène, il vient directement de l'électrolyte qui se décompose. Donc en fait, vous pouvez essayer d'étouffer le feu, vous n'arriverez pas à l'étouffer, il va cramer. Vous pouvez essayer de le refroidir avec un extincteur à CO2, mais dès que vous allez enlever l'extincteur, ça va reprendre à chauffer parce qu'il y a un court-circuit dans la batterie et ça va reprendre le feu directement. Et éteindre les feux de batterie lithium, c'est vraiment un problème. D'ailleurs, là, on a le bus qui a cramé à Paris, en bas à droite. Donc comment on fait pour éviter d'avoir des problèmes? On en revient souvent au même point de choisir des batteries de qualité. On n'achète pas les batteries lithium sur AliExpress. Voilà, on choisit des marques correctes. On utilise un bon chargeur. On ne charge pas ces batteries sur une alim de labo, sauf si on sait vraiment ce qu'on fait, mais encore je ne le recommande pas. On protège ces batteries des dégâts physiques. Donc pareil, on fait en sorte qu'elles ne tombent pas du robot, qu'elles ne se fassent pas éjecter, qu'elles ne se fassent pas taper par un autre robot. On laisse pas ces batteries au chaud. Petite émoji voiture, parce que dans une voiture garée au soleil, la température elle monte très fort et très vite. On peut très vite atteindre 70 degrés dans une voiture au soleil, voire plus. Puis ça vaut aussi du coup pour tous les trucs sous pression. Vous avez une bombe de peinture, un déodorant, un machin, pas dans la voiture au soleil. On débranche pas les fiches bananes du chargeur. Alors là je vais revenir sur la page des chargeurs. Ceux-là. Donc vous voyez que les chargeurs de modélisme en général ils ont des fiches bananes. Et sur ces fiches bananes on branche un petit câble avec un connecteur qui est le connecteur de la batterie. Il ne faut pas débrancher ce connecteur, enfin ces fiches bananes. Voilà, on ne débranche pas les fiches bananes quand il y a encore la batterie au bout, parce que si les fiches bananes elles se touchent, ça met la batterie en court-circuit. Déjà ça va être sonore et lumineux, et ça va faire un trou dans les fiches bananes, et si vous n'avez pas de chance, ça fout le feu. Il faut éviter de trop décharger les batteries. Donc pour ça, utilisez un indicateur de batterie, que ce soit une jauge avec un petit écran qui vous affiche le niveau de batterie, que ce soit des LED qui vous affichent le niveau de batterie, ou que ce soit un buzzer qui sonne quand les batteries sont trop faibles. Ça évite le coup de on a laissé les batteries dans le robot, on a oublié de les débrancher, les batteries elles se sont déchargées, elles sont mortes. Ça nous est arrivé plusieurs fois, on a jeté un paquet de batteries à cause de ça. Depuis on a un écran qui affiche le niveau de batterie et on a un buzzer qui sonne pour nous prévenir quand il n'y a plus de batterie. On ne charge pas les batteries sans surveillance, on ne met pas les batteries à charger le soir et puis on revient le lendemain. Parce que s'il se passe un truc, on ne peut pas réagir. Après on peut utiliser des moyens de contenir un départ de feu. Donc il y a les sacs inifugés. Les sacs inifugés qu'on voit en haut là, il y a les petits modèles où on met juste une batterie et les gros modèles où on peut mettre plusieurs batteries. C'est une solution qui marche un peu mais c'est pas incroyable. Ça permet surtout de gagner du temps pour jeter la batterie dehors si elle commence à prendre feu. Alors surtout les petits comme ça où on met une seule batterie. Les gros ils ont tendance à mieux tenir par contre. Après un truc qui marche pas trop mal et qui est pas cher, c'est les caisses à munitions. Ça se trouve dans les surplus militaires sur eBay ou autre. C'est fait pour mettre des munitions dedans, donc c'est des trucs qui peuvent cramer. C'est en métal, c'est fermé, on met les batteries dedans, on ferme, et bon, si on met pas la caisse à munitions au milieu de trucs inflammables, normalement, même s'il y a une batterie dedans qui brûle, ça devrait pas trop mal se passer. Après, on peut prendre un baril en métal et mettre de la vermiculite dedans. C'est un matériau qui est un peu réfractaire, donc comme ça, quand on met la batterie dedans,
si ça prend feu, ça ne va pas propager les flammes autour. Un truc qui est vraiment bien, c'est le bat safe, c'est ce qu'on voit en bas à droite là. C'est un peu cher, mais l'avantage c'est que c'est fermé, c'est inifugé, le feu sort vraiment pas, et il y a un petit passage de câble pour passer les câbles du chargeur, donc pour charger les batteries en toute sécurité. Il y a aussi plein de petits trous qu'on voit sur le dessus avec une grille avec des évents. Ça évite qu'il y ait de la pression qui se forme quand la batterie crame dedans, et que du coup ça explose par surpression. Et après, le top du top, c'est les armoires à batterie. Ça, si vous pouvez en avoir une dans votre local, c'est génial. Mais c'est hors de prix et c'est énorme. C'est une vraie armoire, quoi, mais ça ressemble un peu à un coffre-fort, en fait. Après, voilà, en cas de feu, c'est compliqué de l'éteindre. Comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a les trois éléments qui servent à faire du feu qui sont ensemble. On n'arrive pas à les séparer. Donc, si on a une batterie qui commence à faire des trucs bizarres, à fumer, à gonfler, à machin, si on a le temps, on la jette dehors le plus vite possible avant qu'il soit trop tard. Après, il existe des extincteurs spécifiques pour les batteries lithium, les extincteurs Litex qu'on voit sur la photo là. Pareil que ça marche, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, j'ai pas envie d'essayer. Mais après, c'est assez cher et puis il faut avoir le réflexe d'aller chercher l'extincteur, de le dégoupiller, de l'utiliser et espérer que ça marche, quoi. Et surtout, si vous avez une batterie lithium qui brûle, respirez pas les fumées, c'est hyper toxique. Donc là, on a petite démo sac inifugé, batterie qui crame dedans. Voilà, donc le sac inifugé, il a retardé un petit peu de quelques secondes, qui peuvent être les secondes nécessaires pour jeter la batterie dehors, mais il y a peu de chances que ça vous sauve complètement. Là, on a la version caisse à munitions. Voilà, ça a un petit peu explosé dedans, mais le feu il reste dans la caisse à munitions. Et après, on a le bat safe. Donc le bat safe qui, voilà, on voit bien que la fumée arrive à s'évacuer, même si ça a un peu explosé dedans parce que c'est du lithium-ion qu'il a mis. Et le problème du lithium-ion, c'est comme ça une carcasse métallique, au lieu de juste gonfler, se percer et prendre feu, ça va en plus un peu exploser. Voilà. Ouais, c'est quand même bien cramé, hein. Un gros barbecue, mais du coup, faut pas respirer les fumées, c'est vraiment très nocif. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la batterie lipo elle est gonflée? C'est surtout les lipo parce que les autres elles gonflent pas, elles peuvent pas, vu qu'elles sont rigides. Donc il y a certaines batteries qui ont tendance à gonfler un peu. Par exemple celle-là, c'est la marque Turnigy. La marque Turnigy, leurs batteries elles ont tendance à gonfler un peu. Mais en usage normal. Elles gonflent petit à petit avec l'âge. C'est pas critique. C'est pas vraiment un problème. Par contre, si une batterie elle se met à gonfler d'un coup, assez violemment, voilà, on la met dehors si on peut. Et sinon, si on a bat safe, caisse de munitions. Si elle gonfle pendant une charge ou une décharge rapide, pareil, c'est dehors. Et pour la neutraliser, on prend un seau ou un bac, on remplit d'eau salée et on met la batterie dedans et on la laisse se décharger complètement pour qu'il n'y ait plus d'énergie dedans. Voilà, il y a une petite photo sur le laptop, là j'avais pas la photo. Ça c'est une de nos batteries. Pourquoi l'eau salée? Parce que ça conduit mieux que l'eau pas salée. Mais ça conduit pas trop pour pas faire un court-circuit. Donc ça permet de décharger lentement la batterie et voilà. On pourrait mettre une grosse résistance pour dissiper l'énergie, pour vider la batterie. Mais ça impliquerait de faire un montage électronique et de le brancher dessus. L'eau salée, on prend un bac, on met de l'eau, on met du sel, on mélange, on met la batterie dedans. Voilà. Et une fois qu'on a vidé toute l'énergie, c'est déjà beaucoup plus stable. Donc on peut utiliser un multimètre pour vérifier que la batterie est bien vidée. Et après, ça va au recyclage. Donc maintenant, petit cours de soudure de connecteurs de batterie. Donc on utilise un fer puissant. Pourquoi? Parce que les batteries, ça a des gros câbles et les connecteurs, ils ont une bonne dose de métal aussi pour que ça conduise bien le courant. Si vous avez un fer pas assez puissant, vous allez juste pas réussir, ou alors vous allez faire des soudures complètement ratées parce que vous n'arriverez pas à chauffer le métal. Voire pire, vous allez chauffer pendant très 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 longtemps pour espérer réussir à faire quelque chose, et vous allez fondre le plastique autour du métal. Et du coup, votre connecteur après il est mort. Donc on commence par mettre de l'étain sur les bornes du connecteur, donc on étame le connecteur.
Donc ça, par exemple, le fer à droite, c'est un bon exemple de fer pour souder des connecteurs de batterie. C'est un fer Weller de 120 watts. C'est ce qu'on utilise nous quand on a besoin de souder ce genre de connecteur. On coupe et on dénude un seul fil de la batterie, un seul. On ne coupe jamais et on ne dénude jamais les deux fils en même temps. On étame ce fil, on met un bout de gaine thermorétractable sur le fil, on soude le fil sur le connecteur, on place et on rétracte la gaine thermorétractable. Et maintenant, on peut couper et dénuder le deuxième fil de la batterie. Je répète, on ne coupe et on ne dénude jamais les deux fils en même temps. On peut enfiler un bout de gaine thermorétractable sur le fil, encore une fois, souder le fil sur le connecteur, placer et rétracter la gaine thermorétractable. Et encore une fois, on ne coupe et on ne dénude jamais les deux fils en même temps. Si vous prenez une pince coupante, vous coupez les deux fils de votre batterie en même temps, ça va sortir tellement de courant, ça va faire un trou dans la pince coupante. Si ça ne soude pas la pince coupante sur les câbles et que ça ne fait pas un court-circuit que vous n'arrivez pas à débrancher. Voilà. Et pareil, on ne dénude pas les deux fils, parce que si vous avez les deux fils coupés et dénudés, ils vont se balader comme ça, puis à un moment ils vont faire pouf, ils vont se toucher, et pareil, vous avez un court-circuit. Si vous n'avez pas de chance, en plus ils se soudent ensemble, vous n'arrivez pas à les séparer, ça continue à cramer, et là c'est un peu la galère après. Juste pour info, il y a des connecteurs comme les XT60 qui sont en bas à droite là, qui ont un petit capuchon qui permet de séparer les fils. Évidemment, ce capuchon, il faut enfiler le fil dedans en même temps que la gaine thermorétractable, parce que si vous soudez, après vous ne pouvez plus mettre le capuchon et vous êtes obligé de dessouder et de recommencer. Et après, des petites astuces pour garder ces batteries le plus longtemps possible. Donc on commence par, encore une fois, on prend des batteries de qualité, on utilise des batteries qui sont adaptées à notre usage. On prend pas si les batteries n'ont pas assez de facteurs de décharge, on va les utiliser, on va les rincer très très vite parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles ne vont pas supporter. On utilise un bon chargeur parce que si on prend un mauvais chargeur, on va abîmer la batterie et on va aussi peut-être foutre le feu. Pour la charge, on utilise toujours le mode équilibrage. Si on en a un, et si on est en batterie lithium, parce que sur les batteries plomb, les batteries nickel, il n'y en a pas vraiment. On limite le courant de charge. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les protocoles de charge, avec du C sur 10 pour les batteries au nickel, du C sur 5 pour les batteries au plomb, du C pour les batteries lithium. En vrai, c'est bien de se mettre un petit peu en dessous. Par exemple, sur les batteries au lithium, si j'ai une batterie comme celle-là qui fait 2200 mAh, je ne vais pas la charger à 2,2 A, je vais plutôt la charger à 2 A, voire à 1,8. Comme ça laisse un petit peu de marge, un petit peu de facteur de sécurité. Si la batterie elle est chaude, parce qu'on a beaucoup tiré de courant dessus, parce qu'elle est restée un peu au chaud ou autre, on attend qu'elle refroidisse avant de la charger. Et pour l'utilisation, on ne fait pas de décharge profonde. Donc, comme je disais tout à l'heure, indicateur de niveau de batterie, ça évite de trop décharger les batteries parce que ça les ruine très très vite. On évite les températures extrêmes, donc on ne va pas se servir des batteries dehors quand il fait super froid, on ne va pas se servir des batteries en plein soleil ou dans la voiture en plein soleil. Et on n'utilise pas une batterie chaude si on l'a chargée vite parce qu'on avait besoin de la charger en charge rapide et qu'elle a chauffé, on la laisse refroidir avant de l'utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi vous ? Oui. Non. Oui, à cause du facteur de décharge, à cause des tensions d'éléments, à cause de la résistance série interne. C'est à peu près ça. C'est quand on a des batteries, enfin des cellules en série dans une batterie, on va avoir sur le connecteur d'équilibrage un fil entre chaque connexion de cellules. Donc si on a une batterie plus 1 sur la masse, donc si on a une batterie 6S, on va avoir 5 fils sur le connecteur d'équilibrage. Oui, 7. Question qui pourrait intéresser les gens.
j'ai besoin de monter à une haute tension, je dirais par exemple 48 volts ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux prendre plusieurs batteries en parallèle et prendre le risque que en série, je veux dire, pas en parallèle, en série, et du coup augmenter déjà le nombre de batteries qu'on doit recharger, augmenter potentiellement le prix, et prendre le risque de les décharger de manière inégale, ou vaut mieux acheter une batterie plus chère? Souvent ça va être plus cher, je crois, de prendre une plus grosse batterie. Alors, ouais, si c'est dans, si c'est dans un usage coupe, va falloir probablement prendre une batterie plus petite et mettre un booster, parce que vous n'aurez pas une batterie qui, full chargée, sera à 48 volts pile. Et le problème, c'est qu'à la coupe, on n'a pas le droit de dépasser 48 volts, donc faut s'arrêter à 48 volts pile. Donc il faudra prendre une batterie un peu en dessous et mettre un booster pour s'arrêter à 48 piles. Dans un autre cas d'usage, l'idéal ce serait d'avoir une grosse batterie qui fait du 48 volts, enfin ou à peu près du 48 volts. Dans la pratique, c'est compliqué à sourcer en batterie de modélisme et il va falloir passer sur des batteries custom, donc le prix va être élevé. Si vous pouvez, batterie custom, si vous pouvez pas, batterie en série. Et du coup, c'était plus sa question. Je prends votre cas, hein, en 6S, vous avez deux batteries. Vaut mieux acheter une grosse 6S ou acheter deux petites batteries? Dans l'idéal, une grosse batterie. Après, il y a les contraintes mécaniques qui font que des fois, avoir deux petites batteries qu'on pourrait partir à deux endroits différents dans le robot, ça peut être plus avantageux. Et ça coûte aussi moins cher. Et il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que souvent les chargeurs pas très chers, ils vont pas tous jusqu'à des batteries 6S ou plus. Ils s'arrêtent des fois à des batteries 4S par exemple. Est-ce qu'on peut faire facilement son propre chargeur? La réponse c'est non. Enfin, en tout cas, sur de la batterie lithium, non. Sur de la batterie plomb, oui. Sur de la batterie lithium, on ne fait pas facilement son propre chargeur. On peut le faire, mais ça demande un peu de connaissance sur les batteries, ça demande des circuits spécifiques. Il y a par exemple TI qui est assez fort dans ce domaine de circuits qui font de l'équilibrage de batterie. Et puis le problème, c'est, enfin, si on veut le faire pour un usage personnel, c'est possible. Si on veut le faire pour la coupe, je pense que la commission d'arbitrage va refuser un chargeur fait à la maison. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire ces batteries maison? Oui, on peut faire ces batteries maison. Alors, alors oui, on peut faire ces batteries maison. En lithium polymère, c'est compliqué parce que trouver des cellules toutes seules, c'est compliqué. En lithium-ion, en NiMH, en LiFe, ça se fait. On trouve les batteries sous cette forme-là, mais en plus petit. Alors après, soit on trouve des boîtiers directement tout faits, un peu comme des compartiments à piles, avec des ressorts de chaque côté pour tenir les contacts. Et on les met dedans et ça fait une batterie. Ou alors, il faut une soudeuse par point. Donc c'est une machine qui va charger des condensateurs et qui, avec des pointes, va décharger les condensateurs et faire un arc électrique pour souder du métal. Et donc on va mettre des bandes de nickel sur les cellules pour faire le contact électrique et les souder par points. Et en mettant toutes les cellules en série qu'on a besoin, ça fait une batterie. Et après on peut mettre ça dans de la grosse gaine thermo pour tout tenir ensemble. Non, pour la coupe, on n'a pas le droit de faire son chargeur soi-même. Ou alors il faut le faire certifier. Devant les labos qui vont bien. Alors, on va revenir sur la page des chargeurs. Hop, voilà les chargeurs. Donc, on a deux câbles de puissance pour la charge. Et après, on a un connecteur d'équilibrage à droite. Le connecteur d'équilibrage, en fait, il y a un fil, c'est la masse, et après, tous les autres fils, c'est les points entre les cellules. Donc, ça permet de mesurer indépendamment la tension de chaque cellule. Et donc, en passant par ce connecteur-là, on peut mesurer la tension de chaque cellule et tirer du courant juste sur les cellules qui sont trop chargées pour les décharger. Et c'est comme ça que fait le chargeur pour l'équilibrage. Et c'est pour ça que justement je disais qu'il faut des chargeurs qui ont les deux types de connecteurs, parce que s'il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire la charge et l'équilibrage en même temps, donc il fait rien de bien en fait. Enfin, il fait les deux à peu près, mais il le fait pas bien. Oui, après on a aussi les BMS. Donc les BMS, c'est Battery Management System.
C'est des cartes avec un peu de logiciel dedans. Par exemple, là-dedans, il y a un BMS. Et donc, il va y avoir un circuit électronique dans la batterie. Donc là, celui-là, il est un petit peu plus intelligent parce qu'il fait de l'USB-C. Quand on appuie sur le bouton, ça affiche le niveau de batterie. Il équilibre automatiquement les cellules, tout ça. Et donc, on va avoir un composant spécial, justement ce dont je parlais, par exemple, de chez TI. Il y a d'autres marques qui font des composants comme ça. ST en fait quelques-uns. Il y a Maximi qui en fait. Enfin, il y a plusieurs fabricants de composants. Et donc le BMS, son rôle, ça va être de gérer la batterie. Donc il va pouvoir équilibrer les cellules pendant l'usage de la batterie si elle se déséquilibre, ou pendant la charge aussi, ce qui permet du coup de charger avec juste une alim et pas avec un chargeur. Voilà, celle-là c'est un USB. Le BMS, il va aussi permettre de couper la batterie quand elle est trop basse, pour éviter de la ruiner. Il va permettre de protéger la batterie si jamais on tire trop de courant d'un coup, il va couper la batterie aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il va aussi remonter des erreurs si on surcharge la batterie. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut couper la batterie si elle surchauffe. Enfin bref, il y a plein de fonctions possibles dans le BMS. Il peut indiquer si elle est en sous-charge. Il peut faire beaucoup de choses, le BMS. Il peut remonter des informations au système d'exploitation si on a un truc avec un système d'exploitation. C'est le cas des BMS qu'on a dans les batteries de PC portable. Par exemple, c'est le BMS qui va remonter à votre PC quel est le niveau de batterie et qui va vous dire combien de temps vous pouvez tenir sur la batterie. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a maintenant il y a des BMS de plus en plus évolués, même dès qu'ils communiquent en Bluetooth, en Wi-Fi ou autre, pour remonter des infos. Oui.